Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc, les résultats de nos travaux sur la codification des parcours de soins. J'ai volontairement exclu tout ce qui était concept théorique et méthodologique, mais on pourra au pire en discuter lors de l'échange. Donc, dans un premier temps, je vous propose de regarder un petit peu les notions clés, les différents challenges et surtout les objectifs de ce travail. Donc, en fait, de nos jours, les hôpitaux ont de plus en plus adopté le système de dossiers médicaux électroniques. Et en France, on a notamment l'exemple du SNDS qui est plutôt intéressant puisque c'est une base de données administrative qui regroupe tous les remboursements de patients affiliés au système de l'assurance maladie. Et donc, ça regroupe environ 60 000 patients, donc une source d'information très riche. Et notamment, les données proviennent de 3 sources principales. Donc, tout d'abord, on a les données issues du système de l'assurance maladie géré par la CNAM. On a aussi les données issues des établissements de santé, donc là, qui sont fournies par la TIH. Et enfin, on a des informations quant aux causes médicales de décès fournies par le CEPI-DC. Donc, cette base de données, elle contient des dossiers médicaux électroniques. Et ces dossiers médicaux électroniques sont composés principalement de 3 types d'informations. On a des informations quant aux diagnostics qui sont établis lors de la visite des patients, les procédures médicales qui sont réalisées ou encore les différents traitements prescrits. Donc un dossier médical électronique peut se définir comme une séquence de visites. Ici, par exemple, notre patient A, il a 3 visites et chacune de ces visites contient donc des codes médicaux. En l'occurrence, la visite 1 là, possède 3 codes médicaux et les 2 autres visites 2 codes. Donc, ces données qui sont très riches en informations offrent de nouvelles opportunités de recherche, notamment au travers de l'intelligence artificielle pour la médecine, mais elles amènent aussi leur lot de difficultés et de challenges. Notamment, on remarque qu'il y a une dynamique temporelle dans ces données. Et on sait que dans la réalité clinique, il est important de capturer ces dépendances temporelles. Et donc, il va falloir qu'on trouve un moyen d'exploiter ce type d'informations. Ensuite, les données sont multimodales, puisque ici, on remarque qu'une seule visite peut amener à plusieurs codes médicaux. Et les visites peuvent toutes avoir un nombre de codes médicaux différents. Et enfin, ces données sont non structurées et de très grande dimensionnalité. Donc pour un seul patient, on peut avoir beaucoup de codes médicaux et aussi dans l'ensemble de la population, on va avoir un nombre de codes médicaux uniques très important. Donc ce qui rend très difficile d'appliquer des méthodes de machine learning directement sur ce type de données. Si notre but est par exemple de prédire une pathologie ou encore de personnaliser un traitement, il va être difficile de simplement prendre cette source de données et les appliquer à des méthodes de machine learning. Il va falloir dans un premier temps utiliser donc, des algorithmes qu'on appelle de representation learning. Donc c'est des algorithmes en fait, de codification qui vont permettre, donc là c'est mathématiquement, c'est pas très, on va plutôt prendre ça plutôt, voilà. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le dossier médical électronique du patient. On va le faire passer dans un algorithme de codification, de representation learning, et il va nous en sortir une représentation de ce patient qu'on appelle souvent embedding, et qui est là de plus petite dimension et structurée. Et donc l'objectif du representation learning, c'est d'essayer de condenser et de compresser l'information contenue dans les dossiers médicaux électroniques en un petit vecteur de variables et de valeurs plus simples et qui va permettre par la suite d'apprendre différents algorithmes de machine learning. Étant donné que les données sont en très grande dimension, on a énormément de données, les principaux outils d'intelligence artificielle qui ont été utilisés s'appuient sur des stratégies d'apprentissage profond, de deep learning. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais en fait, le traitement naturel du langage, on va considérer que notre séquence médicale, c'est comme une phrase où chaque code médical peut être vu comme chaque mot, comme un mot, et l'ordre des mots va avoir son importance. Et après, on a des gros réseaux de neurones comme les transformers. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est surtout de remarquer qu'on a 3 types de représentations possibles. Soit on va apprendre le code médical, on va générer une représentation pour chaque code médical unique, soit on va générer une représentation pour les visites directement, ou alors, dernière option, générer une représentation du patient directement.
Donc il y a énormément de choses qui ont été faites dans l'état de l'art, mais toutes ces méthodes, elles ont pour autant la même contrainte et la même limite. Et cela a à voir avec la manière dont on évalue la performance de cette tâche de representation learning. La plupart du temps, dans les articles que l'on peut trouver, la performance n'est pas directement évaluée sur la tâche de representation learning, mais sur l'algorithme qui a été utilisé par la suite pour fournir une règle de décision, par exemple pour prédire une pathologie ou alors essayer de prédire la future hospitalisation d'un patient. Or, on sait que si la qualité de l'embedding qui résulte de la tâche de representation learning, donc de notre représentation du patient, est pauvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien compressé l'information, on a perdu de l'information, nécessairement, la tâche derrière sur laquelle on va entraîner, pour laquelle on va entraîner des algorithmes de machine learning n'amènera pas de bonnes performances. Et donc, nous, notre objectif, ça a été d'essayer de valider certaines méthodes existantes dans l'état de l'art, et valider au sens que l'on va essayer de quantifier leur performance, mais on va aussi et surtout analyser leur fiabilité, voir si les différentes méthodes de representation learning fournissent des résultats qui sont assez cohérents avec la réalité clinique. Et donc pour ce faire, on va apprendre 3 différentes méthodes de representation learning. Donc là, j'ai noté que c'était de l'apprentissage non supervisé parce qu'en fait, le but ici, c'est d'obtenir un embedding qui soit le plus général possible. On veut une représentation du patient qui puisse être utilisée pour plusieurs tâches de prédiction ou de classification et non pas spécifique à une tâche bien précise. Et ensuite, pour évaluer du coup leur performance, on va appliquer donc des tâches de clustering sur les embeddings qui en résultent et dont l'idée ici est de regrouper nos patients en différents clusters de sorte à ce que chaque cluster regroupe des patients plus ou moins similaires. Donc ça, c'était un petit peu l'idée et l'objectif de notre travail. Concernant la méthodologie, donc j'ai encore enlevé tous les concepts un peu théoriques, mais juste peut-être présenter les différences majeures entre les 3 algorithmes que l'on a testés de representation learning. Donc le premier algorithme qu'on a testé s'appelle SkipGram et il a la particularité en fait d'apprendre des représentations pour chaque code médical. Donc dans notre dossier médical électronique, on va avoir pour chaque code médical une nouvelle représentation, un nouvel embedding. Et pour obtenir du coup la représentation finale du patient, on va simplement sommer ces différents vecteurs, ces différents embeddings, et ainsi arriver à représenter notre patient dans un espace qui est beaucoup plus simple et qui pourra être utilisé par la suite pour notre tâche de clustering en l'occurrence ici. Le deuxième algorithme, c'est Med2Vec. Alors Med2Vec, quant à lui, va chercher à représenter les visites et non plus les codes médicaux. Mais comme pour SkipGram, une fois qu'on a nos représentations de visites, il suffit de les sommer pour obtenir la représentation du patient final. Et la dernière, DeepPatient, alors lui, il fait le patient d'un coup. Il prend tout le dossier médical électronique du patient et va le transformer directement. Pour le clustering, alors on a testé plusieurs méthodes de clustering, mais là je vais vous présenter la méthode du K-means, les résultats issus de la méthode du K-means qui est souvent la plus utilisée. Et donc pour évaluer les performances du clustering, on va dans un premier temps utiliser des métriques empiriques. Donc on va notamment calculer le score de silhouettes. Alors le score de silhouettes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va nous donner une information sur la cohésion des clusters et sur leur séparation, voir si tous les groupes sont bien séparés. Et donc nous, ce qu'on aimerait, c'est maximiser ce score. Plus il est élevé, plus ça nous signifie que le cluster est bien réalisé. Et l'indice de Davis-Bouldin, alors lui c'est l'inverse, on va chercher à le minimiser. Parce qu'une petite valeur de cet indice va impliquer une bonne séparation des clusters et le fait que chaque cluster, chaque groupe créé est bien compact. Ensuite, dans un second temps, on va avoir recours à des méthodes de visualisation. Donc on va d'abord réduire les dimensions de nos clusters à l'aide d'une analyse en composantes principales et d'un TSNE. L'idée en fait de ces 2 outils, c'est juste de pouvoir regarder en 2D ce qui se passe dans nos données. Et pour ce qui est de la fiabilité, on va réaliser différents tests du Ki2 sur nos clusters par rapport à des attributs cliniques que l'on définira par la suite. Donc le test du Ki2, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester l'hypothèse
d'indépendance de nos clusters. Et donc, si on a une petite p-value, donc généralement, la règle, c'est une p-value inférieure à 0,05, cela va signifier qu'on doit rejeter l'hypothèse d'indépendance entre les clusters. Et donc, nos deux clusters séparent bien, enfin, nos différents groupes créés séparent bien la population. Dans un cluster, on aura plutôt un attribut clinique et dans l'autre, un deuxième. Pour ce qui est des données, on a utilisé l'étude Vican qu'on ne présente plus. Donc Vican, c'est une étude qui recense en fait des survivants français du cancer. Et nous, on s'est intéressé principalement aux femmes atteintes d'un cancer du sein. Tous les autres cancers et toutes les autres populations ont été volontairement exclues. Et lorsqu'on se concentre seulement sur ces patientes-là, on a plus d'1 million d'événements dans la base de données pour 6111 patientes avec en moyenne 213 visites par patiente. Et lorsqu'on compte le nombre de codes médicaux uniques présents dans ces dossiers médicaux électroniques, on en a plus de 3000. Donc en fait, ces chiffres-là, ces données-là, nous montrent vraiment la nécessité d'utiliser le representation learning, donc la compression d'informations. À partir de cette base de données, on a pu aussi caractériser la population. Donc, on a utilisé la méthodologie de Fresh qui a été développée en 2022 et qui nous explique en fait, au moyen de recherche de certains codes médicaux, de temps séparant les codes médicaux. Enfin, il y a une stratégie par rapport vraiment aux codes médicaux, quand est-ce qu'ils apparaissent, comment, etc. Ça nous permet de caractériser la population et d'obtenir certaines informations cliniques, notamment sur le type de cancer ou le statut nodal du cancer, mais aussi sur les traitements. On peut notamment retrouver des informations quant à la chirurgie, savoir si les patientes en ont eu et si oui, quel type de chirurgie. Et puis pareil, pour la chimiothérapie, par exemple, on peut savoir si elle a eu lieu avant ou après la chirurgie et quel régime a été utilisé, de l'anthracycline, du docétaxel, etc. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les données, les méthodes, leurs différences, je vous propose qu'on regarde un peu plus les résultats. Donc ici, je vous présente les performances issues du clustering. Alors en fait, c'est des performances moyennes parce qu'on a entraîné nos algorithmes sur 10 sous-échantillons à chaque fois pour essayer d'évaluer la robustesse des algorithmes. Et donc, on présente ici les moyennes obtenues sur les 10 sous-échantillons d'apprentissage et de validation, ainsi que les écarts-types. Ici, les écarts-types sont assez petits, et donc ça nous montre que nos algorithmes qui ont été implémentés sont plutôt robustes, et donc on va pouvoir étudier les résultats. Sur l'échantillon de validation, en moyenne, on remarque que Deep Patient, qui est la méthode qui représente directement le patient, dans un nouvel espace, dans un embedding, semble la plus performante. Parce que c'est celle qui maximise le plus le score de silhouette, sachant que le maximum c'est 1, donc 0,98 c'est vraiment pas mal. Alors que les deux autres méthodes font moins de 0,6. Et concernant l'indice de Davis-Bouldin, là encore, c'est Deep Patient qui obtient le plus petit indice. Donc là, ça nous permet de dire que nos clusters semblent bien séparés les uns les autres et qu'au sein même des clusters, on a quand même des patients qui visiblement partagent les mêmes caractéristiques cliniques. Lorsque l'on réalise donc la visualisation de ces clusters, la conclusion est assez vérifiée. À droite, ici, on se rend compte que pour Deep Patient, la frontière entre le cluster bleu et le cluster jaune est assez bien définie. On a une bonne séparation de nos clusters, tandis que pour SkipGram, qui lui représente les codes médicaux, la frontière elle est beaucoup moins définie, voire pas forcément bien existante. Donc ça, c'est la première conclusion. En termes de performance, on se dit que Deep Patient, ça a l'air d'être la méthode qui semble idéale sur nos données. Or, quand on regarde les tests du Ki2, en fonction de nos différents attributs qu'on a pu retrouver en caractérisant la population, on se rend compte que la méthode qui permet le plus de rejeter l'hypothèse d'indépendance et donc qui a une p-value inférieure à 0,05, c'est Med2Vec. Donc cela signifie que pour Med2Vec, dans les clusters qui ont été créés, on a bien des différences par rapport à ces attributs-là. On peut imaginer par exemple pour la chimio, oui, non, ici, que parmi nos différents clusters, de ce fait, on a bien des différences. Dans un cluster, on aura plus de personnes qui ont eu tendance à avoir un traitement de chimiothérapie et dans un autre, pas de traitement de chimiothérapie. Donc ça a l'air de plutôt bien refléter la réalité clinique. Tandis que Deep Patient, finalement, il avait l'air très performant,
mais en termes de fiabilité et de réalité clinique, on ne sait pas très bien comment les patients ont été regroupés. Du moins, ça ne se reflète pas par rapport à ces attributs cliniques-là. Donc en conclusion, en fait, on en est arrivé à se dire que seulement regarder les performances, la qualité des outils de representation learning seulement au travers de métriques empiriques concernant la qualité, c'est pas suffisant. Parce que là, on s'est bien rendu compte que les méthodes qui ont l'air les plus performantes, et ben finalement, en termes de fiabilité, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. On ne sait pas très bien ce qui est représenté dans l'espace qui en résulte. Et donc, il y a une réelle nécessité, en fait, lorsqu'on applique ce genre de méthode, de regarder à la fois la performance et la fiabilité. Et donc, dans les travaux futurs, on aimerait, pourquoi pas, réfléchir à développer, alors peut-être pas une métrique empirique, mais du moins un framework, une démarche à suivre pour être sûr qu'on évalue correctement ce genre de méthodes qui sont de plus en plus utilisées avec l'augmentation des dossiers médico-électroniques. Et dans un second temps, on réfléchit au développement d'une méthode de representation learning qui soit plus interprétable, de sorte à pouvoir plus facilement faire le lien entre la donnée qu'on avait en entrée et la sortie. Quels sont les codes médicaux, les visites qui ont le plus influencé la représentation finale du patient, par exemple. Et donc, pour le moment, on est en train de réfléchir à développer une méthode basée sur l'apprentissage de graphes, représenter nos données sous forme de graphes, où chaque code médical sera relié les uns aux autres en fonction du temps, notamment qui sépare les visites. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires.